ce sont plutôt les pays du Sud qui devraient s'organiser pour développer un concept de solidarité réelle entre l'Europe et les pays africains. Ce n'est absolument pas le cas. Nous n'avons pas eu de stratégie, et pire que ça, si vous voulez, je crois que le printemps arabe, par exemple, de 2011, sont évidemment, et auquel il faut évidemment se référer aussi, ça a été une série d'erreurs stratégiques. Et la décomposition, par exemple, prévisible de la Libye aurait peut-être pu être évitée, mais à partir du moment où elle a eu lieu, on voit que c'est toute l'Afrique du Nord, mais aussi sahélienne, qui est complètement déstabilisée. Et ça, c'est complètement durable. Bonjour. Mon invité aujourd'hui est Thierry de Montbrial, président et fondateur de l'IFRI, Institut français des relations internationales. C'est 46 ans d'existence, mais aussi le créateur de World Policy Conference, qui a 16 ans d'existence. Et il est l'auteur de nombreux livres, notamment, je signale particulièrement le dernier qui l'ère des affrontements, le grand tournant géopolitique, aux éditions Duno. Bonjour Thierry de Montbrial. Bonjour. D'abord, en fait, avec ce livre et surtout le parcours que vous avez, j'ai envie de commencer par un point d'entrée qui est l'IFRI. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez installé aux commandes une nouvelle génération qui va incarner la suite de ce grand projet de think tank? J'ai créé une institution, donc cette institution, non seulement elle existe, mais je crois qu'elle est reconnue dans le monde entier, en fait, comme le premier think tank en France et l'un des plus importants même dans le monde, c'est reconnu partout, et naturellement, les équipes se renouvellent progressivement, mais c'est comme dans n'importe quelle institution. Il y a des gens qui partent, d'autres qui s'en vont, et l'âge moyen, je crois, de nos chercheurs est autour de 30 ans, 35 ans, voyez-vous. Donc oui, bien sûr, il y a des jeunes, des moins jeunes, parce que je crois qu'il est extrêmement important aussi, pour parler des sujets aussi sérieux que les relations internationales, qu'il y ait un ensemble, une juxtaposition de générations. Il est très dangereux dans le monde qu'on se concentre sur une seule génération, que ce soit aux deux extrêmes, les jeunes ou les vieux. Pour suivre un peu la complexité du monde, comment vous avez évolué, intégré de nouvelles, peut-être, manières de faire à l'Institut? Écoutez, on pourrait passer toute l'émission à parler de ça, mais je crois que l'une des caractéristiques fondamentales de l'IFRI, c'est que nous avons des chercheurs qui sont préoccupés, premièrement, par une analyse objective, ce que j'appelle réaliste, des problèmes qu'ils étudient. On leur demande de ne pas faire d'idéologie. Leurs opinions personnelles ne sont pas le problème. Il faut essayer de comprendre objectivement ce qui se passe. Et pour cela, il faut voyager. Il faut aller sur le terrain. Oui. Il faut évidemment beaucoup lire. Il y a toute une partie intellectuelle qui est absolument fondamentale, mais il faut voyager. Je peux vous dire que moi-même, j'avais fondé auparavant le centre d'analyse, de prévision et de stratégie du ministère français des Affaires étrangères dans les années 70. J'ai passé ma vie, encore maintenant, à voyager. Et c'est extrêmement important pour comprendre les choses. Je me méfie beaucoup des commentateurs en chambre, voyez-vous. Donc il y a toute cette dimension, et puis nous sommes en relation permanente avec tous nos pairs, P-A-U-R-S, P-A-I-R-S, c'est-à-dire qu'il faut connaître dans le monde entier les spécialistes, les connaisseurs des mêmes problèmes. Sinon, on parle un petit peu en l'air, si vous voulez. Ouais. Donc voilà quelques-unes des conditions qui sont essentielles pour être chercheur à l'IFRI. Je disais, le livre « L'ère des affrontements » est un véritable
livre de référence, parce d'abord il s'ancre dans le temps long, et il évoque des dimensions qui sont aujourd'hui au cœur de la géopolitique et des relations internationales. Quel a été le plus difficile pour vous pour faire cette synthèse avec la précaution que vous avez du pointilliste et je dirais même du pianiste qui sait toucher les touches? C'est une jolie image que vous avez là. Alors effectivement, ce qui me préoccupe depuis longtemps, c'est d'abord que les commentaires, les analyses qui peuvent être faites sur tel ou tel sujet ignorent les interactions avec les autres sujets. Donc ce que j'ai essayé de faire, avec en effet une certaine rigueur, c'est de montrer la complexité d'ensemble que tous les sujets, si on parle de la guerre d'Ukraine, si on parle de la guerre de Gaza, et même si on parle de ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo avec le Rwanda, pour prendre des sujets très divers, mais tout ça, ce ne sont pas des sujets isolés, tout ça est en interaction, donc c'est la figure globale, de même que la politique interagit en permanence avec l'économie, avec la technologie. Il faut, et c'est mon objectif, c'est mon ambition, montrer l'interaction de tout cela, et sur la durée, parce que si vous voulez comprendre quelle est la situation aujourd'hui en 2025, il vous faut remonter au moins à la période de la chute de l'Union soviétique, c'est-à-dire la fin des années 80 et le début des années 90 du siècle précédent, et pour certains sujets, comme les questions relatives à l'islamisme politique, à 1979, j'ai dit 1979, pour les plus anciens, ils se rappelleront, c'est la révolution en Iran, c'est le début de la guerre d'Afghanistan, et c'est tout ça qu'il faut avoir en tête si l'on veut vraiment comprendre sérieusement le monde d'aujourd'hui. Alors ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième, c'est, dans toute la mesure du possible, de mettre de côté l'idéologie, parce que trop souvent aussi, les commentateurs, parfois de bonne foi d'ailleurs, sont envahis par les technologies et ramènent tout à la question de la lutte du bien contre le mal. Je pense que cette façon de voir, même si elle est bien inspirée, ce qui est parfois le cas, ne conduit pas très loin et conduit même très souvent vers de fausses pistes. Donc il faut faire extrêmement attention. Alors trouvons des points d'application de votre approche. Peut-être on va commencer par le monde, ensuite un peu l'Europe, France et en troisième partie l'Afrique et le reste du monde. D'abord, ce qu'on voit aujourd'hui dans ce monde, c'est une espèce de désordre qui s'installe, une crise du multilatéralisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un processus accéléré par l'arrivée de Trump. Expliquez-nous un peu comment, vers quel monde on va, et surtout vers quel ordre qui est loin d'être né, mais qui est en émergence. Alors, vous avez raison, le désordre est accéléré par Trump, mais il existait et il se serait développé de toute façon. Ce n'est pas lié, il ne faut pas lier ça à un homme. Alors, le point de départ de ce désordre, c'est très clairement la chute de l'Union soviétique. C'est pour ça qu'il faut remonter inévitablement au début des années 1990, du siècle dernier, parce que la chute de l'Union soviétique, c'était pas seulement la chute du communisme, c'était la chute du dernier empire du XXe siècle, après les chutes d'empires consécutives à la première et à la Deuxième Guerre mondiale. Et la chute d'empire, ça a des effets, si vous voulez, c'est comme l'écroulement d'un énorme bâtiment, si vous voulez, l'écroulement des tours de New York en 2001, symboliquement, ça a des effets qui sont étendus sur des décennies. Et l'affaire de l'Ukraine est incompréhensible si on ne le resitue pas dans ce contexte-là. Et c'était très largement prévisible. Mais les gens n'ont pas voulu le voir, n'ont pas voulu le voir parce qu'ils étaient
encombrés par l'idéologie de la démocratie et de l'économie de marché qui allait immédiatement se répandre ou répandre ses bénéfices sur le monde entier. Donc ça, nous devons revenir à ce point de départ. J'aurais pu citer naturellement aussi ce qui est fondamental, le développement des technologies numériques. Ça a commencé, ne l'oublions pas, dans les années 60 du siècle précédent. L'intelligence artificielle et tout ce dont nous parlons aujourd'hui n'est que le dernier maillon d'une chute de transformation qui remonte à plus de 60 ans. En arrière. Alors, il faut donc situer tout ça dans cette perspective historique. Et puis l'autre point essentiel, naturellement, c'est la montée de la Chine. Oui. Et la montée de la Chine qui, au moment de la chute de l'Union soviétique, en était à ses tout débuts, et c'était un moment où les Chinois étaient extrêmement prudents parce qu'ils voulaient être bien avec tout le monde de façon à pouvoir consolider les débuts de ce développement. Ça, ce sont les données fondamentales. L'accélération, on l'a dit, de ce qu'on voit, c'est l'arrivée de Trump qui semble aujourd'hui sortir des structures connues, notamment les institutions multilatérales. Est-ce que pour vous, cette méthode est une menace pour notre système ou, Alors, il ne faut pas trop personnaliser sur Trump. Trump est un élément important. Mais les choses étaient déjà dans l'ordre de la décomposition de l'ancien système, étaient déjà très largement engagées. Je viens de vous parler des débuts de tout cela. Mais ce qui s'est installé progressivement, c'est effectivement un désordre. Alors attention, parce qu'on parle de l'ordre mondial comme s'il avait existé un ordre à l'époque de la guerre froide, c'est tout à fait par abus de langage. Oui. Il y avait une sorte d'équilibre des forces, mais est-ce qu'il faut appeler ça un ordre? C'était, il y avait la division Est-Ouest qui était absolument majeure. Il y avait une sorte d'équilibre qui était très largement lié à la dissuasion nucléaire, c'est beaucoup plus qu'au multilatéralisme. Et le multilatéralisme, il était surtout en vigueur à l'intérieur du camp occidental, même en simplifiant un peu les choses. Alors, n'enjolivons pas la situation antérieure. Ce qui est vrai, c'est qu'avec la chute de l'Union soviétique, avec la montée de la Chine, avec les développements technologiques, le système international s'est effrité. Et l'idéologie de la mondialisation qui a culminé autour de l'an 2000, un peu avant et un peu après, cette idéologie s'est également effritée du fait de la montée de puissance qui avait des cultures, avec des cultures très différentes et qui chacun des nouveaux pôles voulait sa part du gâteau, pour dire les choses d'une manière un petit peu simpliste. Voilà, alors les guerres comme la guerre d'Ukraine, commencée donc il y a 3 ans bientôt, ou plus récemment celle de Gaza, tout ça, ce sont des phénomènes de conflits qui se greffent sur cette toile de fond déjà extrêmement morcelée. Alors, ce qui est vrai, c'est que Trump, il est d'abord un transgresseur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui rompt avec tous les codes, si vous voulez. Mais ça a du bon, peut-être, pour faire bouger les choses. Je pense que ça a du bon, comme toujours. Les choses ont toujours une face positive, une face négative. Je me souviens, quand j'étais jeune, d'un ami canadien qui avait l'expression « brosser le bateau ». Et brosser le bateau, c'est secouer. Bon, Trump brosse le bateau. Mais notez là aussi qu'il n'a pas commencé, parce que les codes diplomatiques ont très largement évolué ces dernières années. Fini les politesses, tout le monde se tutoie et s'insulte. C'est des comportements extrêmement différents des comportements traditionnels. Alors Trump, évidemment, en a rajouté une couche, et pour parler aussi un peu familièrement, il parle cash sur les différents sujets. Au moment où nous parlons, ces sorties les plus récentes ont consisté à accabler, j'allais dire, ce pauvre Zelensky, mais il y a bien d'autres aussi qui ont subi toutes ces insultes au sens le plus large du terme.
Je voudrais me servir de l'Ukraine pour basculer sur l'Europe, d'abord, quel a été le prisme déformant dans cette affaire ukrainienne? Parce qu'on voit, il y a une espèce de, vous l'avez dit, le retour d'une guerre froide, d'une nouvelle guerre froide. Et comment, aujourd'hui, vous qui connaissez bien la Russie pour avoir écrit des livres, pourquoi cette obsession à l'égard de Poutine et cette radicalisation des comportements? Alors, encore une fois, je connais bien la Russie, en tout cas suffisamment bien pour connaître ce que je ne connais pas, parce que la sagesse commence là. Mais pas seulement, si vous voulez. J'ai voyagé dans la plupart des pays qui parlent et dans le monde entier. Bon. Donc, je suis effectivement préoccupé par l'Europe, et c'est un des sujets fondamentaux dans ce livre, bien que je parle du monde entier, mais encore une fois, il faut que tout soit mis en perspective par rapport au reste. Je vais essayer de dire ça très simplement. Bon. Premièrement, la chute de l'Union soviétique, je reviens à ça, a conduit à un élargissement brutal de ce qu'on n'appelait pas encore l'Union européenne. On parlait de la communauté européenne, on l'appelait ensuite Union européenne. Donc nous avons augmenté très significativement le nombre des membres, d'une douzaine, n'est-ce pas, de membres de l'Union européenne, et on l'a fait trop vite. Ça, c'est ma conviction depuis le départ. De sorte que nous avons déjà, au départ après la chute du mur, fragilisé la construction, et avec des pays finalement très hétérogènes, et je crois, ce que je dis, ça fâche beaucoup de gens, mais je le dis plus fortement aujourd'hui que jamais, nous avons un ensemble de pays qui, en réalité, ne forment pas une unité. C'est-à-dire que chacun, et en particulier les nouveaux pays membres, c'est-à-dire post-guerre froide, songent fondamentalement à leurs intérêts propres, ce qui se comprend. Si vous êtes polonais ou balte, etc., de vous retrouver libéré, en somme, de l'Empire soviétique, et accueilli à bras ouverts et largement sur le plan économique dans les pays de l'Union européenne, c'est absolument formidable. Mais eux, ils songent à leurs affaires, à leur rapport avec l'histoire. C'est évidemment le cas de pays comme la Pologne ou les pays baltes, par exemple. Mais cette histoire, les préoccupations fondamentalement géopolitiques des pays du Sud, par exemple, ne sont pas les mêmes. Bon, la Pologne et les pays baltes s'intéressent peu, pour ne pas dire pas du tout, à ce qui se passe en Afrique, par exemple. Bon. Et inversement, pour des pays du sud de l'Europe, la relation avec la Russie n'est pas du tout de même nature que pour les pays du Nord. Donc nous avons un ensemble extrêmement hétérogène, et nous faisons semblant de croire, la plupart des analystes et commentateurs font semblant de croire que tout ça forme un ensemble et qu'on pourrait par conséquent parler de l'identité de l'Europe, de la défense de l'Europe, etc., etc. Je connais votre attachement à cette question. C'est-à-dire que comment aujourd'hui, est-ce que c'est une opportunité pour l'Europe pour en sortir, pour pouvoir se sortir de ce dilemme existentiel ? Il faudrait remettre les choses à plat, parce qu'aujourd'hui, j'écoute, comme nous tous, la radio, je regarde la télévision, je lis les journaux, et je vois une perspective d'ensemble toujours très idéologique et très éloignée de la prise de conscience qui devrait être la nôtre à tous, que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la survie même de l'Europe, du fait de cette hétérogénéité dont je vous parle. Et par exemple, nous nous sommes engagés pour l'instant verbalement, certes, mais il y a des limites à l'hypocrisie. Si on s'est engagé, on va être quand même très lié par les engagements à élargir l'Union européenne encore à l'Ukraine, par exemple à la future Ukraine, qui sera différente de l'Ukraine actuelle dans ses frontières, dans sa réalité d'État-nation. Et vous voyez bien que c'est nous qui serons amenés à payer tout cela. Vous voyez bien que Trump, récemment encore, réclame 500 milliards de dollars aux Ukrainiens. Ce ne sera peut-être pas 500 milliards, mais ça veut dire que ce n'est pas les Américains qui paieront. Et ça, on pouvait le dire à l'avance. Si vous voulez. On ne voulait pas le dire, mais on peut le dire. Bon. Or, la réalité, c'est que la construction européenne est déjà très fragile,
mais surtout qu'économiquement, nous sommes dans une situation extrêmement mauvaise. L'Europe, si on prend chacun de nos pays individuellement, se trouve en situation très fragilisée, et en particulier la France. L'Europe en état de faiblesse, on fait aussi la politique de sa géographie ou de sa diplomatie. C'est que l'Europe, en crise, il y a un effet en cascade sur les voisins, sur l'Afrique. C'est que comment aujourd'hui, face par exemple à un continent de 1,4 milliard qui est l'Afrique, d'ailleurs dont on ne parle pas comme acteur, mais comment aujourd'hui construire cette cohérence autour de cet environnement? Alors je reviens à ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire qu'au sein de l'Europe, quand je dis Europe ici, c'est l'Union européenne, oui, telle qu'elle est, vous avez certains pays qui ne s'intéressent pas du tout à l'Afrique. En gros, les pays du Nord, si vous voulez, qui ne les connaissent pas. Bon. Et vous avez quelques pays qui sont le sud de l'Europe qui s'y intéressent. Bon. La première observation, et je souligne ça aussi dans ce livre, oui, mais en fait depuis longtemps, c'est que si on veut vraiment se mettre dans la logique d'une sécurité de l'Europe prise dans son ensemble, il faut bien reconnaître que nous n'avons pas les mêmes préoccupations principales, et ce sont plutôt les pays du Sud qui devraient s'organiser pour développer un concept de solidarité réelle entre l'Europe et les pays africains. Ce n'est absolument pas le cas. Nous n'avons pas eu de stratégie, et pire que ça, si vous voulez, je crois que le printemps arabe, par exemple, de 2011, auquel il faut évidemment se référer aussi, ça a été une série d'erreurs stratégiques, et la décomposition, par exemple, prévisible de la Libye aurait peut-être pu être évitée, mais à partir du moment où elle a eu lieu, on voit que c'est toute l'Afrique du Nord, mais aussi sahélienne, qui est complètement déstabilisée. Et ça, c'est complètement durable. Bon, les positions que nous avons prises vis-à-vis de la Russie se répercutent également dans cette zone, puisque la Russie cherche aussi à nuire aux intérêts européens et français en particulier dans la région du Sahel. Tout ça se tient, et c'est tout ça qu'il faut chercher à comprendre. On a 5 minutes pour terminer. Malheureusement, on a envie vraiment d'aborder plein de sujets que vous avez évoqués dans le livre. D'abord, il y a un point qui intéresse, c'est Sud global, qui est un mot qui ne veut rien dire. En fait, c'est un mot qui a été fabriqué par commodité. Mais est-ce que vous croyez à la structuration de cette force pour les années à venir, et va-t-elle compter ? Oui, mais si vous voulez, le tiers-monde d'autrefois était également un ensemble très hétérogène. Mais je pense que l'Europe, l'Union européenne, devrait prêter beaucoup plus d'attention à ce Sud global, même s'il est relativement mal défini, parce que c'est un ensemble qui comprend beaucoup de pays qui se développent, beaucoup de pays qui ne se satisfont pas de la caricature du bien contre le mal, comme si la propagation de la démocratie devait résoudre tous les problèmes, etc. Et je pense que l'Europe, dans son ensemble, mais en particulier les pays du sud de l'Europe et en particulier la France, doit s'intéresser beaucoup plus à ce nouveau tiers-monde. Ce nouveau tiers-monde où la France, normalement, par sa vocation, a sa place. Où la France a sa place, mais je crois que nous l'avons un peu perdue. Et puis une dernière remarque, c'est que dans les affaires du monde, on a la place que l'on pèse. Et ceci nous ramène à l'économie. S'agissant de la France, je pense que tant que la France ne résoudra pas ses problèmes économiques et sociaux fondamentaux, nous serons diminués, et je pense que l'effort doit commencer par soi-même, et c'est ce que je souhaite à mon pays pour aussi l'intérêt des autres. Je recommande particulièrement L'ère des affrontements, votre dernier livre aux éditions Duno,
537 pages, vraiment. Non, pas tant que ça. 537 500, pages. oui. Il ne faut pas décourager le lecteur, mais si vous permettez de faire aussi propre propagande, je pense que celles et ceux qui feront, qui auront la curiosité d'aller voir ce livre, j'espère que ça les aidera à mieux comprendre le monde et je suis prêt à interagir de toutes les manières possibles avec eux. Ravi de vous avoir eu dans cet entretien. Merci et peut-être à une prochaine fois. Certainement. Merci. À bientôt. Au revoir.